Salut à tous et bienvenue dans ce guide d'interprétation des planètes, qui est la pierre angulaire de l'astrologie pour faire toute interprétation que ce soit. Si vous ne maîtrisez pas le symbolisme des planètes au-delà de la caractériologie, etc., vous ne pourrez pas interpréter un thème de manière efficace. Les livres d'astrologie moderne, quand je dis moderne, c'est ceux qui datent il y a moins de 20 ans, ne permettent pas, à mon sens, parce que j'en ai ouvert pas mal, de vraiment faire de l'interprétation. Ici, ce que je vous transmets est basé sur l'astrologie qu'on dit traditionnelle, mais c'est-à-dire principalement basé sur les 7 astres du Soleil à Saturne, et aussi sur certains livres qui incluent Uranus, Neptune et Pluton, afin que vous puissiez comprendre que l'astrologie, c'est pas juste le caractère, c'est multidimensionnel. Et j'espère ici vraiment on va parler des éléments, on va parler de certains termes. Je vais essayer de vous montrer pourquoi est-ce que certains astrologues, la majorité du moins, considèrent que certaines positions astrales sont plus favorables que d'autres, en parlant notamment des planètes maléfiques et bénéfiques, des pérégrinités, exaltations, chutes, etc. Afin que vous puissiez comprendre ces mots-là de la manière la plus simple, vous ne vous sentiez pas exclu quand on en parle ou quand moi-même je fais mes portraits de célébrités, car je vais en faire de plus en plus, et que vous puissiez vraiment, j'espère, au fur et à mesure du temps, sortir de la caractériologie, parce que ça dépend vraiment de tout un chacun, et l'important, c'est de comprendre le symbolisme pour pouvoir aborder un thème. Voilou, j'espère que ça sera clair, et n'hésitez pas à me le dire si ça ne l'est pas, et je le referai peut-être sur un autre format. Et un petit mot sur les livres d'astrologie d'il y a plus de 50 ans. Ils sont très bien. Ils sont encore plein de sens aujourd'hui. Et pour moi, c'est les meilleurs. Voilà. C'était mieux avant pour le coup. Bref, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite. Donc, parti pour aborder ce guide. Donc, on va commencer par les énergies planétaires, donc les éléments. C'est vraiment la base la plus basique. Le Soleil à Pluton. Donc vous avez, ça vous permet en fait les éléments, si vous voulez les qualités chaud, sec, froid, humide, machin, ça vous permet de comprendre les compatibilités entre planètes, comme ça vous pourrez aborder plus facilement un thème. Donc le soleil, naturellement, ça ne choque personne, c'est chaud et sec. La lune, c'est froid et humide. Mercure, c'est froid et sec. Vénus, chaud et humide. Mars, chaud et sec. Jupiter, chaud et humide. Saturne, froid et sec. Uranus, chaud et sec. Uranus, lapsus révélateur, sec et chaud. Neptune, humide et froid. Et Pluton, froid et humide. Voilà, ça vous permet, quand vous voyez des associations, Saturne, Pluton, Vénus, Uranus, etc., ça vous permet de comprendre déjà si il y a une compatibilité entre les deux. Et comme ça, si l'un se retrouve dans le signe de l'autre ou se retrouve en conjonction, etc., vous pourrez déjà déduire si plus ou moins ça c'est un bon aspect ou ça c'est une bonne association. On va rentrer dans les détails, c'est pour ça que je fais les portraits de célébrités notamment. Ensuite, vous avez les planètes bénéfiques et les planètes maléfiques. On va aborder rapidement ce que c'est. C'est pas très compliqué, les mots sont un peu impressionnants, mais c'est pas... It's not that deep. Une planète est considérée comme bénéfique quand l'astre en question possède les qualités fondamentales de la vie, donc la chaleur et l'humidité. Donc on considère comme bénéfique le Soleil, la Lune, Jupiter et Vénus. Et une planète est considérée comme maléfique quand elle contrarie au maximum ou totalement les fondements de l'existence. Donc Mars-Saturne. Aujourd'hui, on peut rajouter Pluton, très certainement. Neptune selon les circonstances et Uranus aussi. Parce que Uranus, ça reste quand même la chaleur et Neptune, ça reste aussi l'humidité. Donc c'est vraiment... ça dépend du contexte, selon moi. Mercure, lui, il est à la frontière de tout comme toujours. Parce que, en fait, Mercure, tout dépend de la disposition de Mercure. Tout dépend de son dispositeur, comme on dit. C'est-à-dire, si Mercure, par exemple, est dans le signe du Taureau, Vénus est le dispositeur de Mercure. Ou, comme moi je le dis souvent, Mercure répond à Vénus, ou Vénus est maître de Mercure. Vous voyez, souvent vous ne comprenez pas ça. Ça peut pas porter à confusion. Moi, c'est un raccourci de langage que je fais, que j'utilise, parce que pour moi, c'est beaucoup plus fluide.
Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi quand il est en dehors des siens, c'est-à-dire de ses signes, Mercure, le Gémeaux et la Vierge. Tout dépend vraiment de sa conjonction aussi. S'il est associé par exemple à Saturne, il sera considéré comme maléfique, ou Mars d'ailleurs, mais s'il est associé à Vénus ou à Jupiter, il pourrait être considéré comme bénéfique, encore une fois, euh, voilà, selon le maître du signe, comment il est lui aussi et dans quelle maison. Évidemment, si lui aussi, il est dans une maison bénéfique ou maléfique. Maintenant, il faut apporter un peu de la nuance parce que vous savez que dans la vie, tout n'est pas tout noir et tout blanc. Mars-Saturne représente, ou plutôt Saturne en particulier représente le froid et le sec. Et ça fait du bien aussi, un peu de sécheresse, ça fait du bien, un peu de froideur. Parce que, notamment, je vais prendre un exemple très cartésien, très terrestre, pour le coup. Quand vous vivez dans des pays très chauds, où les températures peuvent monter jusqu'à 40 degrés, être dans une voiture climatisée, ça fait du bien. Avoir le climatiseur chez soi, ça fait du bien. Ok? Donc, c'est très difficile de travailler sous 40 degrés. Très, 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 très difficile. Surtout quand on a le ventre vide. Donc, le froid, ça fait du bien. Et d'un point de vue psychologique, Saturne et Mars, ce sont les obstacles, ce sont les heurts, ce sont les claques qu'on se prend dans la vie. Et ces claques-là, elles servent à donner de la profondeur aux personnes, à donner de la résistance, à donner ce que vous appelez la maturité, l'endurance, la résilience, etc. Ça ne s'acquiert pas sans épreuves, ça ne s'acquiert pas sans échecs et sans difficultés dans la vie. Et donc c'est en cela que Saturne et Mars notamment, et Uranus aussi parfois, et Pluton naturellement, sont importants dans la vie de tout un chacun, en fait. Et toute personne qui n'a pas ces forts aspects-là, très souvent mène une vie qui manque de sens, qui est superficielle, en fait, tout simplement. Donc, il faut prendre ça en compte. Pour résumer, un astre est bénéfique quand il est dans son domicile et quand il est dans une bonne maison. Donc, toutes les maisons sont considérées comme bonnes, sauf la maison 6, associée à la Vierge et Mercure, la maison et autre chose d'ailleurs, on va en parler principalement qu'on va faire l'analogie des maisons et des planètes. La maison 8, maison de la mort, et la maison 12, maison des épreuves, des échecs, des maladies. D'accord? Et quand les planètes bénéfiques, c'est-à-dire Soleil, Jupiter, Lune, Vénus, etc., sont dans une mauvaise maison, par exemple, donc dans ces maisons que je viens de citer, elles ont tendance à atténuer donc les problèmes liés à cette maison ou complètement à les effacer, à les libérer de ces mots-là. Donc par exemple, vous avez quelqu'un qui a un Jupiter en maison 12, surtout s'il est en Sagittaire ou en Poisson. Et bien Jupiter va protéger des maladies, euh, il va protéger ses enfants, il va protéger, comment dire ça? Oui, il va aussi protéger ses enfants des maladies, etc. Parce que Jupiter représente les enfants, enfin symbolise les enfants, plutôt, c'est comme ça que j'aime mieux le dire, etc. Et vous avez, je ne sais pas moi, euh, Vénus en maison 6 qui va par exemple protéger, qui va par exemple permettre à la personne de ne pas être totalement écrasée dans son travail, de ne pas être considérée comme une sous-merde, de ne pas d'être considérée comme une personne qui a un peu de dignité, hein, surtout si elle a le soleil. Voilà, je parlais du soleil d'ailleurs. Soleil en maison 6. La maison 6 est associée, c'est une maison maléfique, mais le soleil est bénéfique par essence, quoi qu'il arrive. Et donc, le soleil va permettre à cette personne, soit d'ailleurs d'être patron, tout simplement parce que ça représente aussi les employés, la maison 6, ou alors ça va permettre à la personne d'être un employé valorisé, un employé dignifié, comme on dit, un employé mis en avant, par exemple. Je vous donne des exemples assez simples. Et un dernier exemple pour la maison 8. Un dernier exemple pour la maison 8, qu'est-ce que je peux prendre Jupiter, en maison 8, bah, c'est les personnes qui vont recevoir des héritages. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà, parce que Jupiter, c'est la réceptivité et c'est,
comment dire ça, Jupiter est en analogie avec l'abondance. Donc l'abondance ici, vu que la maison 8, ça représente les legs et les dons et les héritages, bah, Jupiter en maison 8, ça presque assure, comment dire ça, des gains financiers par autrui, venant d'une autre personne. Et pareil pour Vénus, etc. Donc voilà quelques exemples. Et ensuite, un as serait considéré comme maléfique quand il est dans son domicile. Quand il est dans une mauvaise maison, évidemment, il amplifie ou réalise le mal inhérent aux maisons. Donc Saturne en maison 12, Mars en maison 12, Uranus en maison 12, Pluton en maison 12, et, euh, et aussi Neptune en maison 6, Neptune en maison 8, etc. Voilà, après c'est très caricatural pour l'instant, mais c'est important de comprendre quand même la base. Et après, selon les thèmes, vous allez voir que les dispositions vont être plus ou moins favorables. C'est-à-dire qu'une planète maléfique peut agir bénéfiquement. Une planète, clairement hein, d'ailleurs, une planète maléfique peut agir bénéfiquement et une planète maléfique associée à une planète bénéfique peut agir positivement dans la vie d'une personne. Surtout si c'est la planète bénéfique qui prend le dessus. Par exemple, vous associez un soleil en bélier et un Saturne en bélier. Saturne en bélier est en chute et le soleil en bélier est exalté. Naturellement, c'est le soleil qui prend le dessus. Le soleil est dans toute sa puissance et Saturne, il est comment dire ça, il est désarmé, on peut dire ça. Il n'a plus, voilà, je pense que c'est un bon terme d'ailleurs. Il perd ses qualités essentielles. Mais d'un autre côté, il amplifie aussi, sa nocivité peut être amplifiée. Mais ici, associé au soleil, c'est bien équilibré, c'est le soleil qui l'emporte, tout simplement. Je ne saurais comment le dire autrement. Par contre, si vous avez, j'en sais rien, vous avez Mercure est considéré comme neuf. Vous avez Mercure par exemple en Sagittaire conjoint à Jupiter en Sagittaire. Naturellement, Jupiter va prendre le dessus, sachant que c'est aussi le dispositeur de, de Mercure. Mercure est en exil en Sagittaire, mais qui est débile du coup. Et donc ici, malgré tout, cette conjonction sera bénéfique pour la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà un peu les exemples que je pourrais vous donner, c'est ceux qui me viennent à l'esprit de tête. Maintenant, si on parle des domiciles d'ailleurs et tout ça, des exils, des pérégrinités, de la trigonocratie et tous les trucs. On va commencer par le domicile. Donc une planète est en domicile, qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la particularité? C'est que la planète, elle est chez elle. Elle a toute sa vigueur. Elle a toute sa vitalité. Elle peut facilement exercer, agir selon sa propre nature. Donc, qu'elle soit bénéfique par essence ou maléfique par essence. Donc, je viens de citer les planètes bénéfiques et maléfiques. Elle a son action qui s'ajoute, à son action donc s'ajoute son reflet. Donc, vous le savez, les signes, je ne l'ai peut-être pas dit déjà, sont les reflets des planètes. C'est pour ça qu'elle les gouverne. On peut dire qu'ils sont en analogie. Son action est plus pure et plus intense. Les effets de cette planète ou de cet astre, plus généralement, sont constants. Selon la maison, ça renforce la stabilité de la promesse de la maison. Donc, c'est une maison bénéfique. Ça renforce la promesse de la maison en question. Et voilà, c'est vraiment la nature, en fait, qui est en harmonie. Maintenant, je vais vous citer, donc, on va repartir sur les bases, je pense que vous les connaissez, mais c'est quand même important parfois de rappeler les bases. La Lune est à domicile en Cancer, le Soleil est à domicile en Lion, Vénus est à domicile en Balance et en Taureau, Jupiter est en domicile en Sagittaire et en Poisson, Mars est en domicile en Bélier et en Scorpion, Mercure est en domicile en Vierge et en Gémeaux, et Saturne est en domicile en Capricorne et en Verseau. Maintenant, quand c'est le même élément, c'est-à-dire que c'est le même genre, si on peut dire ça,
la planète agit plus bénéfiquement. Je m'explique. On va parler d'abord du genre de planète et ensuite on va revenir sur ce que je disais sur les domiciles. Le genre des planètes, c'est donc masculin, polarité masculine et polarité féminine. Les polarités masculines sont Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus aujourd'hui. Et les polarités féminines sont la Lune, Vénus, Mercure et Saturne, avec Neptune et Pluton. Donc quand une planète est dans un signe qui est du même genre que son genre de base, elle agit plus bénéfiquement. Et c'est aussi le cas par domicile. Donc on va revenir donc sur les domiciles pour que vous compreniez bien. Le Soleil, bon, il n'a qu'un domicile, donc c'est pas le bon exemple. Je vais vous citer les autres. Par exemple, la Lune, elle est plus bénéfique en... La Lune, elle est à la fois bénéfique en Cancer, elle est plus bénéfique en Cancer qu'en Taureau. Vénus, elle est plus bénéfique en Taureau qu'en Balance, parce que Vénus, c'est féminin, polarité féminine, Taureau, polarité féminine. Jupiter est plus bénéfique en Sagittaire qu'en Poisson. Jupiter, polarité masculine, Sagittaire, polarité masculine. Mars en Bélier est plus bénéfique que Mars en Scorpion. Mars, polarité masculine, Bélier, polarité masculine. Saturne est plus bénéfique en Verseau qu'en Capricorne. Saturne, polarité masculine, et et le Verseau, polarité masculine. Maintenant, Saturne, moi je considère que c'est les deux, personnellement. Donc vous m'entendrez souvent dire Saturne c'est féminin, parce que Saturne c'est le Capricorne. Et Saturne ça représente les personnes âgées, la vieillesse, donc les aïeux. Mais les aïeux ça inclut aussi les femmes. Donc moi c'est mon interprétation personnelle. Et donc, d'ailleurs il y a beaucoup d'astrologues qui seront d'accord avec moi. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, pour résumer, le domicile, ça donne plus de vigueur, c'est plus naturel, ça va plus... on peut presque dire que ça va plus vite, c'est-à-dire que la nature est respectée. Et le domicile par genre, l'action est plus bénéfique. Ça agit plus facile... comment dire ça? Oui, plus bénéfique. C'est-à-dire les bienfaits sont beaucoup plus évidents, sont beaucoup plus perceptibles, si on peut dire ça, sont beaucoup plus fluides. On va dire ça comme ça aussi. J'espère que la distinction est claire. Maintenant, on va parler de l'exaltation. Avant de parler de l'exaltation, on va revenir un peu sur le genre des planètes pour illustrer, par exemple, le Soleil. Vous l'entendrez souvent dans les portraits, c'est le père, c'est le mari. Mars, c'est le mari, le frère aîné, c'est l'amant sexuel, on peut dire ça. Jupiter, ce sont les enfants, ce sont les professeurs ou les maîtres, comme on le disait dans le temps, maintenant on n'a plus le droit de dire ça. Saturne, c'est les aïeux, ce sont les personnes âgées, c'est le père, mais c'est aussi la grand-mère, hein, les arrière-grands-parents, du moins les personnes âgées. La Lune, c'est la mère, naturellement, l'épouse, les veuves et les femmes enceintes. Vénus, c'est les sœurs, les filles, les maîtresses au sens des amants. Et Mercure, ce sont les frères et les domestiques, les employés. Donc voilà pour ce qu'il en est. Pluton, c'est les rejetés. Neptune, ce sont les artistes, donc c'est les deux. Et Uranus, ce sont les comment on appelle ça? Ce sont aussi les rebelles, mais dans un autre sens que Pluton. On va y revenir, vous inquiétez pas quand on fera les épisodes sur chacune des planètes. Maintenant, parlons des exaltations, pour revenir sur les domiciles. En fait, quand vous entendez, par exemple, les dignités, une planète est digne, etc., c'est soit elle est dans son domicile ou soit elle est en exaltation. Et quand vous entendez une planète est débile, c'est soit elle est en exil ou soit elle est en chute, en fait, tout simplement. Et les autres termes vont s'ajouter. Donc l'exaltation, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça ajoute par rapport au domicile? L'exaltation, en fait, c'est une planète qui voit son action augmenter. Donc la puissance de l'astre en question va augmenter, mais pas la qualité de l'astre. C'est-à-dire, Saturne ne va pas cesser d'être Saturne parce qu'il est en balance. Saturne, c'est toujours le froid et le sec. Saturne, c'est toujours les limitations. Saturne, c'est toujours,
comment on appelle ça, les contraintes, les heurts, les empêchements, etc. Donc exalter, ça ne change pas. L'exaltation, ça attire aussi les avantages de manière épisodique, selon la conjoncture du thème. Donc en gros, c'est comme si en fait vous allez avoir dans votre vie, si vous avez des planètes exaltées, une sorte de jet de bienfaits de la planète en question. Maintenant, c'est toujours encore dépendant de la nature de la planète en question, donc bénéfique ou maléfique, de l'état céleste de son maître, donc encore une fois son dispositeur à laquelle elle répond. Donc Saturne en balance répond à Vénus. Même si c'est son signe par exaltation, c'est d'abord Vénus qui prime sur Saturne. Hein. Ensuite, vous par exemple, où je prends l'exemple, Jupiter en Cancer répond à la Lune. Mars en Capricorne répond à Saturne. Mercure, mais la Vierge et le Gémeaux n'ont pas d'autre maître. Le Lion, comment on appelle ça, Neptune en Lion répond au Soleil. Et Neptune en Sagittaire répond à Jupiter. Enfin, voilà. Vénus en Poisson répond à Jupiter et Neptune, qui sont les maîtres par domicile du Poisson. Voilà pour ce qu'il en est. Donc, je vous ai cité les planètes en exaltation. Je vais le refaire dans l'ordre pour que ce soit bien clair. Soleil exalté en Bélier. Lune exaltée en Taureau. Mercure exalté en Vierge et en domicile en Vierge. Donc, pour le Mercure, c'est toujours particulier. C'est à la fois en domicile et en exaltation en Vierge. Vous avez, je suis à Mercure, Vénus en Poisson, Jupiter en Cancer, Saturne en Balance, Uranus en Scorpion, Neptune en Sagittaire et en Lion. Ça pourrait faire débat. Et Pluton en Bélier. Voilà. Ça pourrait faire débat, mais c'est pas le sujet ici. Donc voilà pour ce qui est. Ensuite, la nocivité, comme je vous dis, pareil, ça dépend des aspects qu'elle reçoit. Mais il faut bien comprendre que l'exaltation, pour résumer rapidement, c'est imaginer par exemple le moteur de deux voitures. Vous mettez une Peugeot 408 et une Porsche. Ça reste un moteur. Certes, la Porsche va plus vite, mais du moins le moteur de la Porsche est beaucoup plus puissant. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, mais ça reste un moteur. Ça ne se transforme pas en machine de téléportation, en fait. C'est toujours un moteur. Donc, c'est ça un peu l'exaltation. Je sais pas si vous comprenez. Désolée si c'est un peu trop matérialiste, mais c'est le premier exemple qui me venait à l'esprit. Donc, voilà pour ce qui est de l'exaltation. Et ensuite, une planète, un astre en trigonocratie. Donc, pour aller aussi rapidement, une planète en trigonocratie, ça donne les capacités moyennes, c'est-à-dire les qualités ou l'essence ou l'action, de l'astre en question sera moyenne, en fait. Son action peut être renforcée selon les aspects qu'elle reçoit. Donc, les effets remarquables ou neutres, en fait. Ça peut donner des très bons effets ou des effets neutres sans particularité. Vous pouvez aussi considérer que ce sont des astres dans des états médiocres, si on peut dire ça. C'est-à-dire ce n'est ni en dignité, ni dignifié, ni en débilité, etc. C'est vraiment sans intérêt. Donc la trigonocratie, non, ça, pardon, c'est la pérégrinité, je confonds, décidément. Il ne faut même pas que je me trompe, moi. C'est censé être un guide. Excusez-moi. Donc, pour résumer, la trigonocratie, il faut voir le dispositeur. Donc, je vais vous citer des exemples. Je vais tous les faire. Donc, vous avez Mars en trigonocratie en Lion et en Sagittaire. Soleil en trigonocratie en Sagittaire. Je viens de le dire. Lune en trigonocratie en Poisson. Vénus en trigonocratie en Capricorne. Jupiter en trigonocratie en Scorpion et en Bélier. Saturne en trigonocratie en Vierge, Taureau et en Gémeaux. Mercure en trigonocratie en Capricorne, en Taureau, en Balance et en Verseau.
Neptune en trigonocratie en Cancer, en Scorpion et en Bélier. Pluton en trigonocratie en Cancer, en Poisson, en Lion et en Sagittaire. Et Uranus en trigonocratie en Balance et en Gémeaux. Donc là, c'est vraiment quand elles ne sont pas pérégrines, elles ne sont pas exaltées, elles ne sont pas en domicile. Mais elles peuvent être considérées plus ou moins bénéfiques, positives du moins, selon les aspects qu'elles reçoivent. Je me répète, on avance. Et on va terminer avec la pérégrinité avant de passer aux débilités. Donc la pérégrinité, c'est simplement quand il n'y a pas de dignité, c'est-à-dire la planète n'est pas dans son domicile, ni elle n'est ni exaltée, ni débile. Voilà, débile, c'est-à-dire en exil ou en chute. Je vous donne des exemples. Lune en Bélier, en Gémeaux, en Lion, en Vierge, en Balance, en Sagittaire et en Verseau. Mercure en Bélier, en Cancer, en Lion, en Scorpion. Vénus en Cancer, en Lion, en Sagittaire. Soleil en Taureau, en Gémeaux, en Cancer, en Vierge, en Scorpion, en Capricorne et en Poisson. Mars en Gémeaux, en Vierge, en Verseau. Jupiter en Balance, en Taureau, en Verseau. Et qu'est-ce que j'ai mis? Saturne en Scorpion, en Sagittaire et en Poisson. Donc encore une fois ici, c'est selon l'affinité avec le signe occupé et selon l'antagonisme du dispositeur. Donc qu'est-ce que ça signifie tout ça? L'affinité avec le signe occupé, c'est-à-dire le genre. Encore une fois, on revient à ce que j'avais dit par rapport au domicile. Donc si par exemple vous avez Saturne en Poisson, a priori c'est plus Saturne en Poisson, Saturne ne pourra pas agir de manière naturelle parce que Saturne est considéré comme masculin. Il agira de manière moins naturelle qu'en Sagittaire, par exemple. Même si, encore une fois, moi je considère que Saturne est féminin aussi. On va prendre un autre exemple un peu plus neutre. Si vous avez par exemple le Soleil en Taureau. Le Taureau, c'est un signe féminin, une polarité féminine, et le Soleil, polarité masculine. Donc l'action du Soleil sera un peu moins naturelle et efficace que par exemple en Gémeaux ou en quel autre signe là? Ah bah ils sont tous féminins. Voilà, il sera un peu plus naturel en Gémeaux. Ou alors Mars, qui est de polarité masculine, sera beaucoup plus naturel et efficace en Verseau et en Gémeaux qu'en Vierge, par exemple. Voilà, donc les planètes et aussi, encore une fois, ça dépend du dispositeur de la planète en question. Donc par exemple, Mars en Gémeaux répond à Mercure. Où est Mercure? Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il est? Etc. Et est-ce que lui, de son côté, est-ce qu'il est maléfique ou bénéfique? Donc Mercure, ça dépend du reste. Si par exemple vous avez le Soleil en Taureau, Vénus qui est d'abord par essence bénéfique, mais est-ce qu'elle est associée par exemple à Saturne? Est-ce qu'elle est en maison 12? Est-ce qu'elle est en maison 6? Etc. Ou est-ce qu'elle est en exil? Comment on dit, elle est débile? Est-ce qu'elle est en chute? Etc. Donc, voilà, mais les planètes, retenez pour la pérégrinité que les planètes influent plus efficacement dans un signe dans lequel elles ont une unité de genre, en fait. Un dernier exemple, Mercure, polarité masculine, agit plus efficacement en Bélier, en Lion, qu'en Cancer et en Scorpion. Pour ce qui est des débilités maintenant, donc les débilités, c'est l'exil ou la chute. Donc je vais vous donner les exemples. La Lune est en chute en Capricorne, en exil, pardon, on va commencer par l'exil, excusez-moi. La Lune est en exil en Capricorne, la Lune, Mercure est en exil en Sagittaire et en Poisson, et aussi en chute en Poisson. Vénus est en exil en Scorpion et en Bélier. Le Soleil est en exil en Verseau. Mars est en exil en Balance et en Taureau. Et Jupiter est en exil en Jupiter, décidément, en Gémeaux et en Vierge. Et Saturne est en exil en Cancer et en Lion. Donc l'exil, qu'est-ce que ça signifie? Que la planète est entravée dans sa nature essentielle, que son pouvoir bienfaisant quand elle est bénéfique est affaibli, et que son pouvoir maléfique est démultiplié. Donc voilà.
Et les conséquences sont d'autant plus pires quand la planète et le signe le signe qu'elle occupe sont de genres différents. Par exemple, Saturne en bélier. Vous voyez, c'est moins grave que Mars en balance, parce que Mars, polarité masculine, balance, polarité masculine. J'espère que vous avez un bon exemple. Ou je vais vous prendre un autre exemple. Voilà, la nocivité de Mars en taureau est plus importante que la nocivité d'un Mars en balance, même s'ils sont tous les deux en exil. Malgré tout, une planète en exil agira toujours selon sa propre nature, donc sa nature bénéfique ou maléfique et ses attributs, son analogie. Et ensuite, elle agira selon la nature de son dispositeur, c'est-à-dire, encore une fois, la planète à laquelle elle répond. Donc, si je reprends mes exemples, Saturne en bélier répond à Mars et Mars en balance répond à Vénus, par exemple. Ou alors, on peut dire Vénus est la gouvernante de Mars, le gouverneur, si on reste machin. Et Saturne, ou plutôt Mars, est le gouverneur de Saturne. Donc les choses s'aggravent quand le maître, c'est-à-dire le dispositeur lui-même est en exil ou en chute, ou lui est antagoniste. Par exemple, Lune Saturne. Donc Lune en Capricorne répond à Saturne. Si par exemple une Lune en Capricorne répond à un Saturne en Bélier, vous voyez, ça démultiplie la nocivité de l'opposition, du carré, pardon, du coup. Saturne Bélier, Saturne et la Lune qui sont deux astres qui par le Cancer, le Capricorne s'oppose. Et par contre, par le Taureau et le Capricorne font un trigone. Ça, peuvent être amis, même si c'est un trigone qui peut être considéré comme médiocre. L'un des deux astres est débile, du coup. Malgré tout, une planète bénéfique en exil peut continuer à exercer ses bienfaits, du moins à avoir une action bénéfique, mais en très faible quantité et beaucoup plus difficilement, en fait. Donc, par exemple, Vénus en bélier, Vénus en bélier, c'est très grave, pour le coup. Par exemple, Vénus en scorpion, on va dire. Vénus en scorpion, ça reste Vénus, même si c'est dans le signe du scorpion, mais c'est totalement diminué. Une Vénus en bélier est beaucoup plus nocive, par exemple, parce que, encore une fois, contrariété de genre. Vénus, polarité féminine, et bélier, polarité masculine. Mais ça reste quand même Vénus, malgré tout. Donc, pour résumer, encore une fois, toute planète autre que le Soleil et la Lune ayant de lieu d'exil, l'activité est beaucoup plus vicieuse que dans le signe dont le genre diffère du sien. Je vais le dire autrement. L'influence de Saturne, par exemple, ça va faire beaucoup plus vite. L'influence de Saturne, donc polarité masculine, est beaucoup plus pernicieuse dans le signe du Cancer féminin que dans le Lion. Saturne, pour rappel, est en exil à la fois en Cancer et en Lion. Celle de Jupiter dans la Vierge est beaucoup plus pernicieuse que dans les Gémeaux. Pareil, Jupiter, polarité masculine, Vierge, polarité féminine, Gémeaux, polarité masculine. Et pour terminer, celle de Mercure dans le... Celle de Mercure... comment dire ça? Celle de Mercure dans le signe du Sagittaire est beaucoup plus... Donc celle de Mercure dans le signe du Poisson est beaucoup plus pernicieuse que Mercure dans le signe du Sagittaire. Mercure, polarité masculine. Poisson, polarité féminine, et Sagittaire, polarité masculine. Donc, Mercure en Sagittaire, c'est mieux que d'avoir Mercure en Poisson. Ouais. Qui est aussi en exil. Ensuite, on va terminer sur la chute. Donc, une planète en chute perd toute sa force. Son caractère, surtout quand le signe va à l'encontre de sa nature. Donc, entre le signe et l'astre, il y a une opposition, il y a un affrontement, si on peut dire ça, dans la direction et dans l'objectif. Et selon le dispositeur, ça peut aggraver le problème. Pour vous donner un ordre d'idée, le Soleil en chute en balance est affaibli, dans le sens où Vénus reste une planète bénéfique, parce que le Soleil, encore une fois,
est soumis à Vénus, ou plutôt Vénus est le dispositeur du Soleil en balance, et donc l'activité du Soleil n'est pas nocive, parce que le Soleil, ça reste la chaleur, même si elle reste la chaleur, et Vénus, c'est la chaleur et l'humidité. L'humidité tempérée, certes, chaleur aussi, comment dire ça, tempérée, certes, mais ça reste la chaleur. Et donc, c'est deux astres qui sont naturellement, comment dire, qui fonctionnent bien ensemble. Et donc, ce n'est pas très grave. C'est moins grave en tout cas que d'avoir le Soleil en Verseau, parce que Uranus et le Soleil, c'est deux astres qui s'opposent déjà, hein, naturellement, mais surtout parce que Uranus, c'est si je me souviens bien, c'est le froid et le sec, alors que le Soleil, c'est la chaleur et le sec. Donc, selon la disposition, ça peut être plus ou moins beaucoup plus nocif que nécessaire, ou moyennement nocif. Par exemple, je ne sais pas même pas quel exemple vous prendre. Vous avez un Soleil en Verseau soumis à Uranus je sais pas moi, sur Uranus en balance, trigone Vénus, trigone Jupiter, etc. C'est un Uranus qui, pour le coup, devient positif, devient bénéfique, vous voyez ? Contrairement à un Uranus en Taureau, trigone, Saturne, je sais pas moi... Uranus en Taureau, sextile Saturne en Cancer, voyez des choses comme ça tire vers le bas. Un autre exemple, si vous avez Mars en chute en Cancer, c'est plus faible, mais son activité n'est pas plus nocive en raison du caractère bénéfique de la Lune. Voilà. Un Mars en Cancer, par exemple, c'est un Mars dont la colère s'active vite, parce que ça reste un signe cardinal, le Cancer. Donc les modes aussi, c'est important, mais bon, on va pas rentrer là-dedans, on le fera en temps et en heure. Mais voilà, par exemple, vous avez un Mars dans un signe cardinal, c'est l'action rapide, les résultats rapides du moins. Et un Mars en Cancer, il va vite s'énerver, mais il va avoir du mal à se venger. Et sauf si ça concerne l'honneur et ça concerne tout ce que symbolise le Cancer, donc la famille, notamment les racines, etc. Sa patrie aussi, d'une certaine manière. Voilà, tout ce qui est associé au Cancer. Mais si ça ne concerne pas ça, c'est un Mars qui s'énerve et qui passe à autre chose. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, sauf si ça vient vraiment enflammer son cœur, comme je vous ai dit. On va noter un dernier exemple, la Lune en Scorpion. La Lune en Scorpion, c'est négatif, 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 négatif. C'est pernicieux dans le sens où le Scorpion, Mars, si je me rappelle bien, c'est chaud et sec. L'humidité, donc radicale, est accentuée de façon excessive par celle du Scorpion. S'y ajoute la qualité maléfique de Mars. Donc, la Lune dans un signe martien, donc planète, comment dire ça, traditionnellement maléfique, dans le signe du Scorpion. Voilà, ça devient très vite nocif pour la personne en question, en fait, la Lune en Scorpion. Vous avez, je sais qu'il y a des gens qui aiment se vanter d'avoir ça, mais c'est pas forcément très positif, quoi. En général, les lunes en Scorpion, ça annonce jamais des belles enfants, c'est tout ce qui est associé à la lune, en fait, voilà. Même si on peut retourner sa vie, transformer, etc., passer de l'autre côté, mais voilà, et si on passe de l'autre côté, c'est que le côté d'où on vient, ça pue, déjà. Voilà, donc c'est pas pour critiquer les personnes, c'est juste pour que vous compreniez, en fait. Hein, c'est pas... j'ai rien contre vous, les lunes en Scorpion. Hein. Ne me prenez pas mal. Parce que sur Internet, les gens sont trop sensibles. Ou plutôt susceptibles. Et en dernier exemple, Saturne en Bélier. Saturne en Bélier, c'est la merde, voilà. Surtout quand c'est sur votre ascendant, comme moi. Mais bon, moi, dans mon cas, ça me protège. Mais pour revenir à Saturne en Bélier, en chute en Bélier, donc deux astres en chute qui sont réunis, d'une certaine manière, Saturne dans le signe de l'autre, Saturne qui est déjà maléfique dans le signe de l'autre planète maléfique, l'action de Mars et Saturne, là où Mars c'est
Saturne, c'est la patience, c'est la rigueur, c'est la réflexion. Mars, c'est l'action, c'est foncer tête baissée, etc. Donc, c'est, comme je vous disais au début, c'est une direction conflictuelle, c'est deux visions qui s'opposent, deux objectifs qui s'opposent. Et donc, c'est un problème qui peut être plus ou moins aggravé si surtout Saturne, pardon, en bélier répond à un Mars en balance. Donc, c'est vraiment l'autodestruction par excellence, pour le coup. Et voilà, c'est excès de sécheresse, enfin, ça peut, voilà, pour rappel, Saturne, froid et sec, et Mars, chaud et sec. Donc, double sécheresse, en fait. Donc, rarement... c'est rarement positif, hein. Ça peut être plus ou moins atténué selon le thème astral, mais a priori, c'est un super mauvais aspect à avoir. Mais je vous en parlerai quand on contextualisera dans les thèmes. Ça peut être plus ou moins atténué selon les aspects que reçoivent chacun, évidemment. Mais par essence, c'est un aspect très pernicieux pour la personne. Ça peut causer beaucoup de tort. Voilà pour ce qui est des dignités. Écoutez, je suis fatiguée. On va s'arrêter là pour cette partie et on fera les amitiés de planètes dans un autre épisode. Je vous donnerai les rôles de les rôles associés à certains astres dans la deuxième partie et on fera l'analogie avec les maisons dans l'autre partie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur Astro by Gis. Bye bye!